Bien qu'il se soit dédouané des accusations, il n'est pas possible de faire comme si rien ne s'était passé. Pour compenser la gestion de son projet, le MC décide que si la reine le réclame, il doit se dépêcher de terminer son projet de construction. Même s'il est reconnaissant d'avoir évité des conséquences plus graves, Lloyd s'inquiète du peu de temps dont il dispose. Tout en réfléchissant, Bibyong parvient enfin à rassembler tous les hétéros nécessaires à son projet. Dès qu'il obtient le matériel légendaire, le système l'informe qu'il sera récompensé par des points bonus. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il reçoit tous 000 points supplémentaires sans avoir rien fait d'extraordinaire. Il se réjouit, sachant qu'il en a désormais assez pour utiliser sa capacité de congélation du temps si nécessaire. Maintenant que la reine est libérée de la malédiction, ce qui signifie qu'il a empêché un événement majeur, il pense que le nombre de vies sauvées va changer. Mais le compte reste à moins one vie sauvée, puisqu'il ne peut rien y faire maintenant. Au moins il se rapproche de la réponse qu'il cherche. Il se tient devant la reine, qui le traite d'homme terrible. Elle se demande s'il va encore s'enfuir après avoir accompli ce qu'il était venu faire. S'excusant, le MC dit qu'il a un travail important à faire et qu'il ne peut pas perdre plus de temps. Son expression est plus détendue. Alicia lui demande si c'est plus important que de rester aux côtés de sa reine. Sans hésiter, il répond que oui. Elle sourit de sa réponse typiquement brutale. Alicia dit que dans ce cas, il devrait partir. Et avec un sourire angélique, elle dit qu'elle attendra son retour. Cela le fait rougir, et il pense que son cœur se sent à nouveau étrange. Il en accuse l'esprit de l'hiver, qui est incrédule que Lloyd n'ait toujours pas compris ce qu'il ressent. Plus tard, nous voyons Draghi transporter les matériaux recueillis à Magentanel, ainsi que le MC et Ravière. À un moment donné, il laisse tomber le chargement. Celui-ci s'enfonce dans la mer. D'après les calculs de Lloyd, les matériaux ont dû tomber près du royaume des sirènes. Puis il change de sujet et demande si Javier a bien dit au revoir à Celuria et s'ils ont parlé d'autre chose. Pour les épéistes, le maître est trop désespéré pour les réunir tous les deux. Et le MSC lui dit d'arrêter de faire semblant de ne rien ressentir pour elle. Se disant gourou de l'amour, il dit que rien ne lui échappe. En entendant cela, l'esprit de l'hiver pense qu'il doit plaisanter. Lloyd n'a aucune idée de ses propres sentiments. En silence, Javier se souvient de ses adieux avec Celuria. Elle lui a dit qu'un jour, quand il aurait fini son travail, et qu'elle serait devenue un grand mage, alors elle lui dirait qu'elle l'aime. Le souvenir des douces paroles des filles fait rougir discrètement notre nuit. Cela n'échappe pas au MC, qui est maintenant persuadé qu'elle a dit quelque chose d'intéressant et devient jaloux. Ne voulant pas en parler davantage, Javier demande au maître où ils vont maintenant. Selon Lloyd, l'autre matériel important dont ils ont besoin se trouve dans les plaines du sud. Les épéistes se demandent alors s'ils se dirigent vers cet endroit, ce que confirme le maître de cérémonie. Le gang des motards des plaines, les centaures, après la grande guerre tribale. Le deuxième matériau dont ils ont besoin, le topo, a circulé jusqu'à ce que les centaures n'en aient plus. S'ils les trouvent, ils pourraient obtenir des indices sur l'endroit où le topo est allé. Mais pour Javier, cet endroit est trop vaste pour être fouillé. Mais selon Lloyd, ils n'ont pas d'autre choix. S'ils accompagnaient Draghi, ils risqueraient de les effrayer. Et puis, il est sûr que les centaures les trouveront les premiers. À peine a-t-il terminé de dire cela que le sol se met à trembler. Une armée de centaures apparaît, soulevant la poussière et demandant qui ils sont, furieux que des étrangers aient osé envahir leur terre. Les créatures ne ressemblent en rien à ceux que Lloyd avait imaginés. Le groupe les entoure, fait du tapage et beaucoup de bruit avant de se présenter. Le MC demande pourquoi ils font ces bruits, mais pour le centaure, les humains aussi crient bizarrement. Avec cette réponse, Lloyd en conclut que ces types sont de bien piètres personnages. S'inclinant, il demande à parler au centaure le plus sage, mais la créature se moque, affirmant qu'aucun être à deux pattes n'oserait demander une telle chose. Le MC se demande alors quelle différence cela fait d'avoir 2 ou 4 pattes. Comme il était probablement plus rapide que ce type, il revendique le droit de rencontrer leur chef. Le centaure le regarde fixement, outré. Puis ils se remettent à rire étrangement, tandis que l'un d'eux se moque en disant qu'un humain l'a mis au défi de faire une course. Il crie avec colère que c'est le challenger qui décide de la ligne d'arrivée, et que celui qui l'atteint en premier peut avoir tout ce qu'il veut. Javier demande si c'est lui qui va courir. Mais selon Lloyd, pour éviter ce qui s'est passé au royaume des sirènes, c'est lui qui va le faire. L'épéiste prévient que ce ne sera pas facile, car la vitesse du centaure rivalise avec celle d'un maître d'épée. Avec un sourire narquois, le MC reconnaît que courir sera difficile. Avec son regard sournois caractéristique, il révèle qu'il ne courra pas. La course se terminera sur un rocher situé à 200 mètres. Tout content de lui, le demi-cheval dit qu'il va montrer à quel point le corps humain est pathétique. Puis ils s'alignent au point de départ. Un lance-pierre donne le signal du départ. Comme prévu, le centaure prend de l'avance sur le cheval. On regarde la course. Javier pense que ce n'est pas une situation que l'on peut gagner en parlant plus fort. C'est alors que Lloyd ne sort qu'une pelle de sa poche. Et l'épéiste commence à comprendre le plan de son maître. Il utilise sa capacité d'explosion, certain de gagner. L'explosion propulse le MC en avant, vers la ligne d'arrivée.
En un clin d'œil, il dépasse le centaure et s'écrase sur le rocher de la ligne d'arrivée. Apparemment, il a utilisé trop de force lors de l'explosion puisqu'il tombe du rocher, presque inconscient. Même le demi-cheval suffisant est abasourdi par la situation. Même ses compagnons ne savent pas comment réagir, car ils ne s'attendaient pas à perdre de cette façon. Lloyd était encore allongé sur la ligne d'arrivée. Il lève alors son visage meurtri et affirme d'un air fou qu'il est le plus rapide. C'était l'homme légendaire qui avait la vitesse de la lumière. Convaincu, le MC rit et dit que puisqu'il a gagné, il devrait maintenant être autorisé à rencontrer leur chef. Mais l'ennuyeux demi-cheval dit qu'il n'est pas d'humeur à lui présenter son chef. Le MC se demande alors sérieusement pourquoi. Selon le centaure irrité, c'est parce que le maître de cérémonie a triché. Il aurait dû courir pour gagner. Avec un regard démoniaque, Lloyd dit que selon leur tradition, peu importe comment il a gagné, tant qu'il a été le plus rapide. Sachant qu'il avait raison, le centaure ne sait pas comment réagir et se contente d'avoir peur de l'humain. C'est alors que quelqu'un parmi les centaures appelle leur capitaine. C'est Charonin qui dit à son capitaine d'arrêter d'être mauvais perdant et d'accepter la défaite. Selon elle, la tradition veut que le plus rapide gagne tout, et il n'est pas question de devoir courir pour gagner. N'ayant pas d'autre choix, il semble que le demi-cheval doive accepter sa défaite. S'avançant en tant que meneuse, la jeune fille appelle le mâle. Elle lui dit de la suivre, car elle va l'emmener chez le chef. Pensif, Lloyd se dit que c'est ainsi que la situation va se dérouler. Ils partent donc tous les trois à la rencontre du chef des centaures. En chemin, Javier remarque que le maître a l'air très fier, révélant qu'il se sent très populaire auprès de ses gens. Selon lui, les femelles centaures aiment les hommes rapides, et si elles devaient choisir, elles choisiraient toujours le plus rapide. C'est pourquoi il est convaincu que Charonin est en train de tomber amoureuse de lui. Mais pour les épéistes, ce n'est pas le cas. Alors que Lloyd se demande si Javier est jaloux, il reçoit un coup de pied dans l'estomac, ce qui l'envoie voler au milieu du champ. La fille a entendu leur conversation et dit que même s'il est le plus rapide, il doit au moins être beau. Le MC se retrouve complètement découragé sur le sol. En regardant le maître, l'épéiste se rend compte que le regard de la fille n'était pas un regard d'intérêt pour lui. Comme de nombreuses femmes l'ont regardé avec amour, il sait reconnaître ce genre de regard. Lloyd ne se sent pas mieux pour autant. Alors que le MC est porté, la fille fait remarquer qu'il est très ennuyeux que tout le monde ne parle que de vitesse. Elle souligne que la vitesse n'est pas tout. En la regardant, Lloyd se demande ce qu'elle veut dire par là. Ils arrivent enfin au village des Sentinelles, et Charonin explique que la plus grande tente appartient à leur chef. Elle révèle également que le chef s'appelle Sherry Khan et qu'il est son père. Cela surprend le couple qui ne s'y attendait pas. La tente du chef est vraiment différente des autres. À l'intérieur, Sherry Khan dit que c'est un plaisir de rencontrer l'homme rapide reconnu par sa fille. Lloyd et Javier se contentent de regarder le chef sans rien dire. Le MC ne s'est toujours pas rendu compte de l'étrangeté de ces personnages. Il se présente, explique qu'il est à la recherche du topo, qui faisait partie du joyau de la vérité, et lui demande s'il sait quelque chose à ce sujet. Comme si ce n'était rien, le chef dit que ce qu'il cherche est juste là. Le MC reste d'abord sans voix. Puis il demande au chef le topo, ce à quoi le chef répond que l'humain ne doit vraiment pas avoir honte. Même s'il n'en a pas l'utilité, il dit que le topo fait partie de leur tradition et qu'il ne peut donc pas le donner comme ça. Lloyd commence à penser qu'il ne sera pas facile de prendre ce dont il a besoin par la force. Charonin, qui écoutait la conversation, dit que ces traditions sont inutiles et que son père devrait lui remettre l'objet. Le chef se plaint des idéaux modernes de sa fille et lui dit d'aller courir détruire quelque chose à l'extérieur. L'ignorant, elle parle de la légende de l'homme à la vitesse de la lumière et dit que le MC est peut-être lui. Selon la jeune fille, il s'agit d'une légende transmise de génération en génération, selon laquelle un homme volant à la vitesse de la lumière leur rendrait visite, et que cet homme résoudrait le problème de vitesse des centaures. Sherry Khan dit que si Lloyd est bien cet homme et qu'il peut résoudre le problème, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas battre de record, alors il lui donnera volontiers le topo. À ce moment-là, le MC se demande comment il pourrait devenir encore plus rapide qu'il ne l'est déjà. Au loin, dans une autre partie du royaume, nous voyons une pièce au milieu de laquelle se trouve une sorte de chaudron rituel. À l'intérieur du chaudron, un bras flotte dans un liquide vert. Soudain, le membre se met à bouger et à se régénérer. Il devient rapidement un corps humain complet. Il sort de l'énorme chaudron et se traîne sur le sol. L'humain enragé n'était autre que Thanos, qui avait dû revenir en utilisant une forme d'énergie noire. Il se demanda comment il avait pu échouer à tuer Lloyd, même en utilisant la magie noire, en réfléchissant à comment, avec cette apparence de ghoul, qu'est-ce qu'il pouvait faire maintenant. Avec la force qu'il a maintenant, il doute de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est alors qu'une voix lui dit que c'est un triste spectacle, et lui rappelle qu'on lui avait dit depuis le début. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de l'appeler dans le monde des vivants. Car cette personne, qui n'était autre que le Seigneur des Enfers, tuerait Lloyd Frontera pour lui. Il révèle également que c'est lui qui a révélé l'emplacement du château de Targa, et qu'il a aidé Thanos à apprendre la magie noire ancienne. Le Seigneur des Enfers dit que même si le mage aspire à la vengeance,
Il doit savoir que son adversaire n'est pas le même. Il doit savoir que son adversaire n'est pas ordinaire. L'expression de Thanos montre qu'il l'a déjà très bien compris. Le Seigneur ajoute que s'il entre dans le monde des vivants, tout deviendra plus facile. Mais en raison des règles de ce monde, il ne peut pas franchir la barrière physiquement. Il demande donc à nouveau au mage de rassembler les matériaux et de l'invoquer. Ainsi, il accomplira la vengeance de Thanos et mettra un collier au MC, l'utilisant comme esclave pour l'éternité. S'inclinant, Thanos jure d'aider le roi des enfers à entrer dans le monde des vivants. De retour au village des centaures, Lloyd ne sait pas quoi faire pour les rendre plus rapides. Selon Ravière, il n'accepterait d'être plus rapide que si c'était en courant. Il lui rappelle qu'ils doivent se demander si rendre ces créatures plus rapides est une bonne idée ou non. Les jeunes et les vieux étaient couverts de blessures, victimes de la compétition pour devenir plus rapides. Le MC se souvient alors que, selon le Charonin, tout se décide à la course, surtout lorsqu'il s'agit d'une compétition pour la conquête d'un partenaire. Seus Type courait sauvagement dans tous les sens. C'était la définition même du pandémonium. Se rappelant que Charonin avait dit qu'il ne parlait que de vitesse, mais que ce n'était pas tout, Lloyd pensa à l'humain lent, à l'homme lent et à l'homme lent. Lloyd pensa à l'humain lent de la vitesse de la lumière qui résoudrait leur problème de vitesse. Mais résoudre le problème ne signifiait pas qu'il serait plus rapide. Alors que Charonin marchait dans le village, un homme attira son attention. Il lui demanda d'accepter sa demande en mariage. La jeune fille ne semblait pas du tout intéressée, et il a dit qu'elle agissait comme si elle n'aimait pas ça du tout. Il affirmait avec assurance qu'il était le champion des centaures Comanches, que toutes les femmes l'aimaient et qu'elle ne devait pas être différente. Le type lui attrapa le bras, lui disant d'arrêter de faire semblant d'être pur, et qu'il devrait aller courir dans les fleurs. Plus qu'irritée par cet idiot, elle lui a dit de ne pas la toucher et lui a donné un coup de pied. Les filles se disaient qu'elles détestaient les gens comme lui qui n'avaient confiance qu'en leur vitesse. Pour ce type, tout ce qui comptait, c'était d'être rapide. Et d'après lui, même le chef l'avait déjà reconnu comme gendre. En saisissant les poignets de la jeune fille, il lui dit que son père n'accepterait pas qu'elle se comporte ainsi et qu'elle devrait l'épouser, lui qui serait le prochain chef. Quelqu'un posa alors une main sur l'épaule du centaure de l'idiot. L'autre centaure lui dit d'arrêter, car il mettait la jeune fille mal à l'aise. Charonin l'appela Schumacher. L'idiot n'a pas du tout apprécié l'intervention de l'autre centaure. Lloyd, qui se trouvait parmi les centaures, les a entendus reprocher à l'autre d'être lent. L'idiot se tourna vers Schumacher, disant qu'il était méprisé et qu'il avait perdu 8 fois contre lui, et que même Charonin avait renoncé à être à ses côtés. Comme cela devait être vrai, le type détourna le regard sans rien dire, tandis que l'autre continuait à dire qu'il était un être inférieur, un perdant. Lloyd regardait, irrité, tous ces centaures se moquaient du Schumacher. Il pensait que c'était une bande d'imbéciles, et qu'il n'aimait pas du tout ces types. Après le tumulte, Charonin s'excusa auprès de Schumacher pour ce qui s'était passé plus tôt. Si elle était restée à ses côtés, ils auraient tous deux de nouveau pointé dans une course. Mais c'est le gars qui a dit que c'était lui qui devait s'excuser auprès d'elle. Il a expliqué que parce qu'il était lent, les gens ne l'avaient pas reconnu, y compris le chef. Charonin a alors crié qu'il n'était pas lent, et qu'elle savait qu'il était le plus rapide du monde. Schumacher, bouleversé, dit qu'il n'a jamais gagné une course. Mais la fille a crié qu'elle s'en fichait, et qu'elle l'épouserait, même si son père ne le reconnaissait pas. Mais selon l'homme, cela n'arriverait pas. En entendant cela, Charonin est pétrifié. Pour Schumacher, personne ne bénirait le mariage de quelqu'un qui a toujours perdu. Bien qu'il déteste ce Comanchard, il dit que la fille devrait être avec lui, qui est plus rapide. Puis il s'est retourné pour partir. Mais il continua à dire qu'elle devait rencontrer quelqu'un qu'elle serait fière d'appeler son homme. Seule, la jeune fille est restée là à pleurer. C'est alors qu'une voix la surprise, lui demandant si elle pouvait lui demander quelque chose. Le MC est apparu, demandant ce qui se passait là. Elle se mit à marcher, expliquant que Schumacher était rapide et que Lloyd était d'accord pour dire qu'il devait être le plus rapide du monde. Lorsqu'elle lui demanda comment il le savait, le MC répondit que c'était son instinct. La forme de sa tête donnait l'impression qu'il courait vite. Selon la logique du MC, même si cette course n'est pas apparue dans le roman, elle a dû traverser l'esprit de l'auteur, d'où le nom de Schumacher. Pour Charonin, tout ce qui comptait pour les centaures était de gagner la course sans accorder de valeur au record personnel. Lloyd a demandé s'il était nerveux et ne pouvait pas courir à pleine vitesse. Mais la fille a dit que ce n'était pas ça. Il y a quelques mois, il s'était disputé comme ce jour-là et avait couru comme le voulait la tradition. Mais dès le début de la course, un gamin était apparu juste devant Schumacher. Il avait dû s'arrêter de courir pour éviter l'enfant. Ainsi, la commandante passa devant lui tandis qu'il tombait. En voyant la scène, Charonin a paniqué. Quant à l'idiot de coureur, il ne se souciait pas de l'enfant qui le gênait. La jeune fille lui expliqua que c'était l'enfant qui était le plus blessé, et que cela arrivait toujours. La gentillesse de Schumacher lui a fait perdre la course et le mariage, car il se souciait davantage de ne blesser personne. Lloyd se demande si personne n'a critiqué la course puisque quelqu'un a été blessé. Mais selon la jeune fille, ils accordèrent plus d'importance à la tradition qu'à toute autre chose.
affirmant avec colère qu'il s'agissait d'une tradition stupide qui n'était rien d'autre qu'une pratique malveillante. Le commissaire a tenté de la calmer en lui disant qu'il devait y avoir une raison à cette tradition. Mais la charonine a répliqué en demandant quelle pouvait être cette raison. Lloyd lui dit alors que c'est peut-être parce qu'ils sont des idiots sans cervelle. Ce qui était exactement ce que la jeune fille pensait. Il lui demanda quel était son rang dans les races. Elle était seconde, et son père était premier, mais lorsqu'il prit sa retraite, le commandement qu'elle occupait prit sa place. Ce qui signifie qu'à l'exception du chef, tout le monde devait l'écouter. La fille a dit qu'il y avait des limites. Si elle interdisait les courses, par exemple, son père ou le commandement pouvaient retirer l'ordre. Puis le MCA lui demanda une faveur, celle de rassembler tous ses alliés au même endroit, car il mettrait fin à cette horrible tradition et ferait de Schumacher le champion de la tribu. Le lendemain, Lloyd était plongé dans ses pensées, assis à côté de Ravière. Lorsque l'épéiste lui demanda ce qu'il faisait, le MCA répondit qu'il attendait sa première cible. Peu après, quelque chose attira l'attention de Lloyd. Un centaure marchait nonchalamment vers lui. Ce type semblait être la proie idéale pour le plan du maître de cérémonie. Il se leva du banc sur lequel il était assis. Et commença à marcher vers lui. Il heurta volontairement le centaure, qui lui demanda si le MC avait un problème. Mais Lloyd se contenta de lui jeter un regard dur. Il continua à marcher, tout en continuant à fixer le type. Le centaure est devenu furieux et a défié le MC de faire une course, en disant que s'il perdait, il recevrait 300 coups de pied. Lloyd lui demanda s'il voulait vraiment faire une course contre un simple humain. Mais le type répondit qu'en vertu de la deuxième trahison, il ne pouvait pas refuser. Plusieurs autres cavaliers sont apparus, incitant à la course. C'est exactement ce que le MC avait prévu. Il a continué à jouer la victime. Et le challenger a dit que c'était à l'humain de choisir l'endroit où la course aurait lieu. Aussitôt, Lloyd leur dit de traverser le village et de courir jusqu'à un arbre précis. Au milieu de la foule des centaures, Charonin se demanda à quoi il pensait. Il s'était souvenu qu'avant la course, il avait dit qu'il devait se rassembler des centaures, qui serait la base du changement qu'il souhaitait. Mais en le regardant, la jeune fille n'avait toujours pas compris quel était le plan. Le centaure, irrité, dit qu'il avait entendu dire qu'il était l'humain de la vitesse de la lumière, mais que dans cette course, il devait utiliser ses jambes. Mais Lloyd a dit qu'il n'avait que 2 jambes et qu'il serait injuste de courir contre quelqu'un qui en avait 4. Pour égaliser les chances, le maître de cérémonie utiliserait également un objet à 4 jambes, ce qui ne dérangeait pas le centaure, qui pensait être le plus rapide à 4 pattes. Puis il a crié que la course commencerait à ce moment-là. Poten et lui s'alignèrent donc sur la ligne de départ. En regardant l'animal de compagnie, le centaure dit que cette chose était grande. Le MC fut d'accord avec lui et dit qu'il voulait utiliser quelque chose d'autre. Mais il ne pouvait rien faire puisqu'il devait courir selon la tradition. Son adversaire n'en fut que plus irrité. Le signal de départ est alors donné. Et Poten courut devant le centaure. Le centaure parvint à accélérer le rythme, ce qui incita la foule à applaudir la course. Le chemin devant lui se rétrécissait, et on disait que celui qui l'atteindrait en premier l'emporterait. À ce moment-là, les 2 participants se sont rapprochés. Ils ont fini par se heurter, faisant voler le centaure d'un côté et Lloyd et Poten de l'autre. Le MC a fait une scène lorsqu'il a été projeté. Dans la direction où il allait tomber, il y avait plusieurs autres centaures. Il allait tomber juste au-dessus d'un petit garçon. Mais il réussit à esquiver. Il tomba sur le sol et roula. Charonin et Ravière regardèrent sans la foule crier qu'il y avait égalité, puisque les 2 avaient été assommés. L'épéiste pensait que son maître essayait de faire quelque chose en gagnant, mais il avait échoué. La mère du petit garçon courut vers lui, inquiète, lui demandant s'il allait bien, tandis que le MC restait étalé sur le sol. La mère du petit garçon était inquiète car il continuait à avoir peur et à trembler, incapable de manger. Elle a dit qu'à cause de cette tradition maudite, leur fils devait souffrir. Elle et son mari se sont ensuite disputés au sujet des courses, lui étant d'accord avec la tradition, elle la trouvant absurde. En l'entendant dire à quel point leur fils était traumatisé, l'homme a fini par se taire. En effet, le petit garçon était resté sous le choc. Pour son père, il n'y avait rien à faire. À l'extérieur de leur tente, les MC entendirent l'homme dire que c'était la tradition. D'une certaine manière, il semblait que son plan fonctionnait. Le lendemain, Charonin avait invité les centaures à discuter de leur vitesse avec l'humain de la vitesse de la lumière. Devant la foule, Lloyd leur demanda de s'asseoir, car son exposé allait commencer. Les centaures firent remarquer qu'ils n'avaient pas été si rapides dans la course d'hier, et qu'ils feraient semblant d'écouter puis partiraient. Le MC souriant dit qu'il lui semblait ridicule de faire un exposé sur la rapidité. Puis son expression est devenue sérieuse, et il a dit que c'était eux les idiots, une bande de fous sans tête. Irritant les gars, le maître de cérémonie leur dit qu'ils devaient être nés avec quelque chose en moins dans la tête, soutenant que la tradition était la folie. Ils avaient de nombreux objets blessés et endommagés, et à cause de cela, ils ne semblaient même pas civilisés. Il a révélé que la veille, un type avait voulu se battre avec lui. C'est pourquoi il avait été contraint de fuir, comme le voulait la tradition. À cause de cela,
Un enfant avait subi le traumatisme d'un accident qu'il n'oublierait jamais. Beaucoup dans l'assistance ont dit que c'était comme ça. Beaucoup de personnes dans l'assistance ont dit que c'était ainsi que les choses se passaient, qu'il devait l'endurer pour le bien de la vitesse et de la tribu. La mère du garçon traumatisé a écouté, indignée, les personnes présentes dire qu'elles étaient d'accord avec cela et que le MC n'était qu'un étranger. N'en pouvant plus, la femme a crié qu'ils étaient une bande d'idiots, leur demandant de voir l'état dans lequel se trouvait son fils. Au lieu d'être d'accord avec elle, beaucoup ont crié pour que la femme soit bannie. Le père du garçon a alors déclaré qu'ils devraient être honnêtes, qu'ils étaient tous des barbares, et leur a demandé s'ils étaient vraiment d'accord avec cela. Une autre mère est intervenue, d'accord avec eux, disant que le bras de son fils était toujours blessé après avoir été blessé lors d'une course. D'autres centaures se mirent alors à crier qu'ils avaient été blessés pendant les courses. Le petit garçon blessé, tout en écoutant ce que disaient ses camarades, a levé les yeux. Il vit Lloyd qui lui levait le pouce avec un visage effrayant. Voyant que c'était le plan de l'humain, le petit garçon lui rendit le signal. En observant ce chaos, Javier commence à tout comprendre. Avant la course, le MC avait passé un accord avec le petit garçon pour qu'il agisse pendant la course. C'est ainsi que Lloyd a réussi à déclencher une bataille d'opinion parmi ses ancêtres. Les centaures commencèrent à se disputer férocement au sujet des courses, et le MC se contentait de regarder le chaos qu'il venait de provoquer. Il y avait des conservateurs extrémistes qui voulaient exécuter ceux qui étaient contre la tradition, des ultra-progressistes qui voulaient à même dissoudre la tribu, et enfin, il y avait le parti MC qui voulait juste faire de l'argent. Charonin demanda inquiet ce qu'il comptait faire après avoir provoqué cette guerre civile. Mais le MC a répondu qu'il n'avait rien fait de tout cela, qu'il avait seulement dit que les choses étaient dangereuses à cause des accidents qui s'étaient reproduits. En le regardant, Javier pensa que la responsabilité de tout cela incombait vraiment à son maître. C'était lui qui avait fait tout cela. C'est alors que quelqu'un arriva, demandant ce que signifiait tout ce remue-ménage. C'était exactement la personne qu'attendait Lloyd. Le père de Charonin, le chef du village. Enfin, celui que le MC voulait était là. Shere Khan déclara que l'humain avait dit qu'il résoudrait les problèmes du village, mais que ce n'était pas ce qu'il attendait. Lloyd a dit qu'il essayait de tenir sa promesse, mais que la tribu n'arrivait pas à se mettre d'accord et qu'elle en était arrivée là. Les uns voulaient conserver la tradition et continuer les courses, tandis que les autres voulaient s'en débarrasser. Face à cette division, le MC a quelques idées. Tout d'abord, il proposa un règlement concernant la vitesse, interdisant les courses improvisées et à grande vitesse dans le village. Mais les centaures se sont écriés qu'il était ridicule que ce soit quelqu'un d'extérieur qui décide de ces choses. Ignorant les commentaires, il mentionna qu'ils allaient également construire une arène géante uniquement pour les courses de vitesse, un endroit sans obstacle créé pour le plaisir de la course. En regardant Schumacher, le MC a dit que dans cet endroit, quelqu'un pourrait peut-être réaliser un nouveau record. Le centaure se rendit compte que cette déclaration lui était destinée, mais il resta silencieux. Lloyd poursuit en disant qu'il ne devrait plus y avoir de victimes d'accidents, et que de nouveaux records pourraient être atteints. C'était la vraie solution au problème de vitesse du centaure. Et aussi la possibilité pour le MC de gagner le topo. Les centaures restèrent divisés entre ceux qui approuvaient l'idée et ceux qui la trouvaient insensée. C'est alors que le chef de la tribu déclara que cela n'avait aucun sens. La tradition qui avait été maintenue jusqu'à présent était de courir où et quand on le voulait, quelle que soit la situation. Pour un Shere Khan, c'était ceux qui l'avaient sauvé lors de la dernière guerre, et il ne pouvait donc pas y renoncer. Le MC a alors demandé s'ils étaient en pleine guerre à ce moment-là. Mais le chef a rétorqué que c'était leur façon de montrer leur gratitude envers leur histoire et leurs ancêtres. Plusieurs de ses subordonnés ont crié que ce que les humains disaient était logique et qu'ils devaient éviter d'autres accidents. Charonin déclara sérieusement qu'elle soutiendrait l'humain même si son père s'y opposait et qu'elle autoriserait la création de l'arène. Comme il y avait ceux qui la soutenaient et ceux qui n'étaient pas d'accord, le chef dit que leur tribu était divisée. Mais pour la jeune fille, il n'y avait rien à faire. Se tournant vers le MC, le chef dit que les choses sont devenues incontrôlables à cause de lui demandant s'il insisterait pour créer l'arène. Répondant au chef, Lloyd dit que si on le laissait faire, il commencerait la construction à ce moment-là. Ainsi, le chef Shere Khan demanda une course avec l'humain à la vitesse de la lumière. S'il gagnait, l'humain devrait quitter l'endroit immédiatement. Lloyd déclara avec assurance que s'il gagnait, il aurait l'autorisation de construire l'arène. Ensuite, les MC se sont préparés à une course contre le chef du village. Selon Javier, il avait accepté de ne pas utiliser d'explosion ou de podong, et il s'est donc demandé s'il avait un plan. Mais son maître lui a répondu qu'il n'avait qu'à courir. L'épéiste montra qu'il n'avait pas confiance en Lloyd, car il nota que Shere Khan avait remporté les 380 courses qu'il avait disputées. La course se ferait vers un endroit et retour à la ligne de départ, puisque le MC était défié, il détermina cet endroit. La course se déroulerait jusqu'à la frontière nord de Magentana, soit 600 km aller-retour. De ce fait, l'humain se sentait avantagé. Les deux hommes prirent place sur la ligne de départ. Tout le monde pensait que les humains étaient des animaux faibles.
Ils étaient plus faibles que le plus petit chimpanzé. Shere Khan était anxieux. Il avait peur de savoir qui serait le vainqueur. Il était difficile de trouver un animal plus lent que les humains. Mais préparé à courir, Lloyd semblait déterminé. Les humains étaient des êtres bien plus forts qu'on ne le pensait. Mais dès que la course a commencé, le chef de tribu a tiré avant même que l'humain ne bouge. Il resta ainsi sans bouger d'un millimètre. Puis, lentement et très progressivement. Et se mit à courir sans se soucier de rien. Cela ne ressemblait en rien à une compétition pour lui. C'est alors que certains centaures se mirent à rire de lui, disant que le vainqueur de cette course était déjà désigné. Lloyd savait que les humains étaient les plus faibles physiquement, et qu'ils avaient pourtant subjugué les autres animaux et s'étaient développés. Cela était dû à leur intelligence, mais pas seulement. Loin devant dans la course, Shere Khan perdait de la vitesse, fatigué. Contrairement à l'humain, qui avait une plus grande capacité à courir sur de longues distances, et qui ne semblait pas le moins du monde épuisé. Le MC continuait à courir sans perdre le rythme. Comme il ne pouvait pas rivaliser avec la vitesse explosive d'une créature à 4 pattes. Il pouvait conserver son énergie en courant sur 2 jambes. Au lieu d'une fourrure, ils ont développé des glandes sudoripares pour réguler leur température corporelle. Ce corps était plus fort que celui de n'importe quel prédateur dans l'histoire de la Terre. Il permettait aux humains de chasser leur proie jusqu'au bout du monde. En entendant les pensées détaillées du MC, le cœur de l'hiver se demanda s'il allait bien. Dès qu'il aperçut le chef, il pensa que ce serait sa première défaite après 380 victoires. Avec un air suffisant, il était sûr que cela arriverait dès le début. Mais soudain, l'expression de notre protagoniste changea. Shere Khan n'avait pas l'air le moins du monde épuisé, ce qui était tout à fait différent de ce que Lloyd avait imaginé. Le chef avait déclaré que les longues courses étaient fatigantes, et que sa race, même si elle est très rapide, elle se fatigue vite. Il révéla qu'il savait que l'humain avait choisi cette race, parce qu'il en était conscient, et de dire qu'il était très intelligent. Les paroles du chef laissèrent le MC avec une expression paniquée. Puis le chef était parti, laissant l'humain derrière lui. Cela inquiéta le magasin. Il semblait que la victoire ne serait pas aussi facile qu'il le pensait. Il essaya de se calmer, se disant qu'il devait courir à son rythme, comme au début. Un peu plus loin, il était plus fatigué, et quelque chose attira son attention. Shere Khan était juste devant lui. Il lui fit un signe de la main sans avoir l'air le moins du monde épuisé. Puis il repartit, laissant une fois de plus l'humain derrière lui. Lloyd commença à paniquer, pensant qu'il n'y arriverait pas, que c'était une course perdue d'avance. Il commença à se demander s'il devait utiliser sa capacité énergétique ou les explosions, mais essaya rapidement de ne pas y penser. Ce devait être une course de vitesse et d'endurance. Le lendemain matin, le MC continuait à courir et semblait très épuisé. Il approchait de la frontière nord de Magentana où le chef l'attendait déjà. Shere Khan, méfiant, attendait l'humain et trouvait qu'il mettait trop de temps à arriver. Alors il avança de nouveau, laissant l'humain loin derrière. Le MC courut encore un peu pour toucher la frontière nord, et fit demi-tour, essayant de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce chef était un monstre. Le MC ne se souciait plus de la reine, mais se demandait comment il allait pouvoir obtenir le topo. Puis il se remit à penser à la tricherie. Pendant ce temps, au village des centaures, Shere Khan parlait à Schumacher. Il disait que si leur tradition était différente, s'ils étaient nés dans un autre endroit, alors ils seraient capables d'être beaucoup plus rapides. De retour au MC, malgré la fatigue, il était maintenant déterminé à continuer à courir. Il se répète qu'il doit arriver au bout comme il a commencé, sans tricher. Un peu plus loin, le chef des centaures était immobile. Cette fois, Shere Khan avait l'air vraiment fatigué. La nuit était tombée, et pourtant Lloyd continuait à courir, en essayant de se convaincre de ne pas tricher. À ce rythme constant, il réussit à dépasser le chef. N'acceptant pas d'être dépassé, le chef se remit à courir devant l'humain. Il était clair que le chef et Lloyd étaient tous deux à bout de souffle. Et Lloyd n'avait plus assez de force pour terminer la course. À l'aube, Shere Khan courait presque à bout de souffle dans un champ fleuri. Mais soudain, il perdit l'équilibre et tomba. Le centaure avait du mal à se relever, disant qu'il était loin de son apogée et qu'à ce moment-là, sa vitesse de récupération n'était plus la même. C'était comme si son vieux corps lui disait qu'il était temps de s'arrêter. Il regarde l'horizon. L'image de sa fille et de Schumacher revint à l'esprit du centaure. La fille y affichait un sourire en regardant son bien-aimé. Au fond de lui, il savait qui sa fille aimait vraiment. Mais il ne pouvait pas ignorer la tradition sous prétexte que Shere Khan était sa fille. Il croyait que la tradition les protégeait, et il continuerait à la maintenir jusqu'à ce que quelqu'un vienne, et dise qu'il pouvait enfin la mettre de côté. Essayant de courir une fois de plus, Shere Khan souhaita que Lloyd lui prouve qu'il était l'homme qui pouvait mettre fin à cette tradition. De nombreux centaures attendaient anxieusement la ligne d'arrivée, désireux de savoir qui serait le vainqueur. Le premier à remarquer que quelqu'un approchait fut le petit garçon aux cheveux violets. Puis Shere Khan regarda avec étonnement qui arrivait, tout comme Schumacher. Le chef des centaures et Lloyd couraient au coude à coude vers la ligne d'arrivée. Shere Khan et le MC refusent d'abandonner, même épuisés. Depuis la foule, Javier les observait d'un air ennuyé. D'un cheveu, le centaure devançait l'humain.
D'après ceux qu'il pouvait observer, son maître n'avait plus de mana. Mais il trouvait toujours un moyen de gagner, même lorsque son mana était à 0, il en trouvait encore. Même le système lui suggérait d'utiliser sa capacité d'énergisation. Mais il ne cessait de répéter qu'il continuerait lentement et régulièrement, même s'il semblait que son corps ne tiendrait pas le coup. Javier regarda son maître avec un mélange de surprise et d'admiration. Lloyd était épuisé, et il se demandait comment ce vieil homme avait encore la force de continuer à courir. En effet, Shere Khan, extrêmement fatigué, tomba avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Et il fut dépassé par le MC, qui ne se retourna même pas. Le centaure se releva alors pour tenter d'atteindre la fin de la course. Tout ce que voulait le MC à ce moment-là, c'était que le chef tombe une fois pour toutes. Tandis que Shere Khan voulait que l'humain soit plus fort que lui et qu'il le dépasse à nouveau. Soudain, c'est comme si Lloyd avait mis le pied dans une flaque d'eau. Il avait l'impression de s'enfoncer dans l'eau. Son corps était très lourd. Il ne voyait plus que le chef qui courait devant lui. Il semblait avoir atteint sa limite. Cela lui rappela des souvenirs de son ancien monde. Une fois, alors qu'il était encore Sookim, son nez s'était mis à saigner. Il mangeait avec son ami riche, qui se demandait si, en plus d'être pauvre, il était aussi faible. Le type a soulevé la tête du maître de cérémonie en lui disant que s'il mourait d'hémorragie, il ne serait pas payé ce mois-là. Il s'est même excusé de ceux qui s'étaient passés pendant qu'il mangeait. Son ami l'a regardé fixement pendant un moment. Puis il a dit qu'il était étrange et qu'il exigeait trop de lui-même. Mais Soo n'a pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. D'après lui, il était intelligent et tenace. Quelqu'un comme lui devrait avoir une bonne estime de soi. Mais pour une raison ou une autre, il n'y parvenait pas du tout. C'était comme s'il venait d'un autre monde et qu'il ne s'était pas adapté à l'endroit où il se trouvait. Il a dit qu'il y a des histoires où le héros est tout-puissant dans un monde. Mais dans le sien, c'est un faible. Mais Soo lui répond qu'il a toujours été plus calme. Son ami lui jette un autre regard. Puis il lui dit qu'il ne pourra plus se payer de repas dans les restaurants de grillades. Le visage sombre, il lui dit que ses parents ont été pris en train d'escroquer un politicien et qu'ils seront probablement condamnés. Dans quelques jours, il ne lui resterait plus que son nom. En montrant son propre visage, il a dit qu'il avait toujours vu cette expression sur le visage de ses parents. Un visage d'escroc naturel. Puisqu'il n'aurait rien d'autre, il pensait que le MC ne resterait plus avec lui. Mais Soo disait qu'il était son seul ami. Mais selon le gars, l'amitié, c'est donner et recevoir. Il ne gagnerait rien à rester avec lui. Puis il a révélé qu'il était toujours resté avec Soo parce qu'il le trouvait incroyable. Il admire le fait que même lorsqu'il est confronté à des difficultés, le MC n'abandonne jamais. À sa place, il finirait par mourir. Il lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour devenir aussi fort que lui. Le MC a répondu qu'il n'était pas fort, qu'il faisait simplement ce qu'il avait à faire jour après jour, en étudiant et en travaillant. Son ami lui dit alors qu'il n'avait qu'à attendre, dès qu'il sentirait qu'il était devenu aussi extraordinaire que le maître de cérémonie. Il le ramènerait dans ce restaurant et lui achèterait tout le menu. Si tout ce qu'il avait à faire était de continuer jusqu'à la fin, il irait lentement et régulièrement. Si ce souvenir redonne de la force à Lloyd. Javier, qui l'observait, fut surpris. D'une certaine manière, son maître montrait qu'il avait encore la force de continuer à courir. Même s'il était épuisé, il refusait d'abandonner la course. L'épéiste se demandait d'où venait toute cette volonté. Il savait que son maître surmontait toujours les difficultés. C'était la première fois qu'il ne s'appuyait pas sur des pouvoirs mystérieux, et il se demandait si un humain pouvait posséder une telle force mentale. Il pensait que peu importait qui c'était tant que le territoire était sauvé, mais maintenant, il était curieux de savoir quel genre de vie il avait dans l'autre monde. Le regard de Sharonin était anxieux alors qu'elle regardait vers la course. Schumacher et les autres centaures ne pouvaient détacher leur regard des concurrents. D'un cheveu, le chef des centaures menait la compétition. À ce moment-là, Lloyd donne tout ce qu'il a pour continuer à courir. Mais sa vision se brouillait jusqu'à ce que tout disparaisse. Ce qu'il vit ensuite, c'est Javier qu'il fixait sous le soleil. Respirant bruyamment, le MC lui demande s'il a réussi à gagner la course. Après un moment de silence, Javier se retourne vers la ligne d'arrivée et lui dit que son maître a gagné. Puis il l'aide à se lever. Avant qu'il ne puisse se lever, la voix de Shere Khan s'adressa à tous les centaures qui pouvaient l'entendre. Leur tribu entrait dans une nouvelle ère. Toute l'assistance vibrait à la déclaration du chef. Vantard, le maître de cérémonie, affirme que tout s'est déroulé comme prévu. Mais Javier pense que ce n'est pas tout à fait comme ça. Curieux, il demande pourquoi Lloyd n'a pas utilisé l'un de ses mystérieux pouvoirs dans la course. Il aurait pu facilement gagner, mais le MC reste silencieux. Voir le chef de la tribu démontrer qu'il est encore puissant devant sa fille inquiète. Comme le vieil homme a donné tout ce qu'il avait dans cette course, utiliser un de 16 trucs reviendrait à tricher. L'épéiste comprend ce que Lloyd veut dire. Il s'incline, disant qu'il devrait commencer la construction, et qu'il fera de son mieux dans tout ce que le MC lui demandera. Le maître de cérémonie trouve étrange que Javier ait été si respectueuse envers lui. Selon Javier, c'est parce qu'il le mérite et qu'il croit qu'il doit le protéger à tout prix, même s'il doit donner sa vie pour lui. Dans l'attente de Shere Khan, ils discutent du fait que la construction de l'arène prendra presque un an,
Lloyd dit au chef qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il aimerait utiliser sa capacité à arrêter le temps, sauf dans cette zone, révélant qu'il vient d'un autre monde et qu'il a des capacités. Et que s'il l'utilise, il sera difficile pour les membres de la tribu de quitter les plans. Javier n'est pas surpris que le maître puisse arrêter le temps, mais plutôt qu'il ait révélé qui il était vraiment. Shere Khan ne dit rien à ce sujet et se contente de rugir que le maître peut faire tout ce qu'il veut. Le bretteur est encore plus choqué. Le duo se rend ensuite dans un grand avion, et le MC invoque le système pour activer sa capacité à figer le temps. En prenant une pause, il confirme au système qu'il va utiliser cette capacité. Le pouvoir de l'hiver commence alors à être libéré. L'esprit réaffirme qu'il s'agit du cœur de l'hiver et non du cul. Le MC commence à gémir comme si un bolt d'énergie le traversait, et les plans verts des centaures sont engloutis par un dôme bleu. Ce que Javier et Lloyd ont trouvé assez ennuyeux. Quoi qu'il en soit, le MC va jeter un coup d'œil à ce qu'il a fait. Dehors, il peut voir un chat complètement immobile qui poursuit un papillon. Il semble que la capacité ait effectivement fonctionné. Lloyd déclare que l'important maintenant est de finir le travail rapidement. Ils doivent donc commencer la construction immédiatement. La première étape consiste à utiliser le grand maître de l'épée comme excavateur pour déblayer le terrain. La deuxième consiste à utiliser un ouvrier de niveau grand maître pour niveler le terrain. La troisième étape consiste à utiliser un rouleau de grand maître pour comprimer le sol. Dans un troisième temps, il faut négocier avec le syndicat des grands maîtres, qui est mécontent de faire tout le travail seul. Faute d'ignorance, le maître de cérémonie dit que Javier l'appelait maître, qu'il lui disait qu'il ferait tout ce qu'il demandait, et que maintenant il se plaint. Au vu de l'expression de colère de l'épéiste, cela met fin aux négociations avec lui. Le maître de cérémonie lui demande ensuite d'accélérer le travail à l'étape 3. À l'étape 5, Bangoul est appelé pour créer des barres d'armature et du béton. Lloyd réfléchit que la sixième étape consiste à installer les barres d'armature. Pour ce projet, il aura besoin d'un sol en béton armé, idéal pour ce climat sec et chaud et plus durable. Dans cette partie, beaucoup de choses doivent être faites à la main, et le MC pensait qu'il aurait besoin de l'aide des centaures. Mais ils étaient complètement inutiles pour ce genre de travail. Ils ne pouvaient donc rien faire. Dans ce cas, c'est le grand maître qui devait s'en charger. À l'étape 7, c'est donc Javier qui a dû terminer tout le projet. À l'étape 8, il a également tout rafistolé. Tout comme à l'étape 9, il a mis tout le sable. Enfin, le maître de cérémonie déclare qu'il est temps de passer à la grande finale. Il observe de loin que son travail est pratiquement terminé. Après 7 mois, ce grand projet de construction est prêt. Lloyd se vante auprès de Javier qu'après seulement 7 mois de travail, le projet est terminé. Cela suscite l'ire de l'épéiste, qui a pratiquement tout fait tout seul. Mais comme il ne peut pas se permettre de se plaindre, il s'en va. Il s'en va, laissant le maître de cérémonie seul. Le maître de cérémonie rit en voyant le message du système l'avertissant que Javier lui a montré son côté le plus colérique. Après tout ce travail, Shere Khan accueille les centaures au milieu de l'arène. Le chef dit que cela marque l'interdiction des courses impromptues et une limitation de vitesse dans le village. Il sait que certains ne sont pas d'accord, mais cela n'a pas d'importance puisqu'il y est favorable. Il crie que le prix pour le vainqueur de la première course sera de s'arroger le droit de demander la main de sa fille. Le premier challenger est Comanche, le type ennuyeux qui n'abandonne jamais. L'autre est Schumacher, qui se fait déjà huer et traiter de lent. Comanche s'approche de lui en disant qu'il l'a vu courir et qu'il a dû aller lentement dans le village pour éviter les collisions. Mais il dit qu'en toute honnêteté, il n'a pas non plus donné le meilleur de lui-même dans les courses, parce qu'il pensait que l'adversaire n'en valait pas la peine. Selon lui, le monde a beau changer, les perdants resteront toujours des perdants. Lloyd s'interpose et leur dit d'arrêter de parler. Sa pelle levée, il demande aux concurrents de se préparer. Sheranin regarde attentivement, inquiète de ce qui pourrait se passer. Comme son père, puisque sa fille est en jeu. Avec une explosion de mana, la course commence. À ce moment-là, le départ de Schumacher est si rapide qu'il arrache les vêtements de Lloyd et de Comanche. C'est comme si une turbine traversait le public, avant même que son adversaire ne puisse bouger. Schumacher a franchi la ligne d'arrivée. Le vainqueur se tourne vers Comanche, disant qu'il était pressé. L'autre concurrent est tellement abasourdi qu'il ne peut même pas réagir. Schumacher se rend alors auprès de sa bien-aimée et lui demande de l'épouser. Lloyd remarque qu'enfin le centaure a pu dire cela. Sheranin regarde sa bien-aimée, les yeux pleins de larmes. Elle le serre dans ses bras en lui disant qu'il était en retard. Même le chef des centaures semble satisfait de l'union, débordant de bonheur. Sheranin crie à tout le monde qu'il est son homme. Le couple heureux regarde ensemble celui qui a rendu leur union possible. Lloyd Frontera, qui semble lui aussi satisfait de leur bonheur. Le soir même, sous une tente dans le village, l'atmosphère semble tendue au sein de la famille du petit garçon écrasé par un Comanche. Le père du petit garçon ne voit pas d'autre solution et déclare sérieusement que le couple doit se séparer. Sa femme, qui semble découragée, accepte, car elle ne voit pas d'autre solution pour eux. C'est ainsi que la course du lendemain s'intitule « Chérie, pouvons-nous être à nouveau ensemble ?» Les coureurs étant bien sûr le couple d'avant. Pour Lloyd, c'est un titre terrible, et Sheranin lui explique que c'est devenu une tendance chez les centaures.
Ils étaient accros aux courses sur cette piste, alors ils inventèrent des raisons de divorcer pour se marier à nouveau. Le MC ne peut que penser, incrédule, qu'il s'agit de l'espèce la plus folle qu'il ait jamais connue. Changeant de sujet, Sheranin lui tend une sorte de parchemin, une carte indiquant l'emplacement du topo promis par les centaures. Le MC s'en empare rapidement, et Sheranin commente qu'il est la personne la plus effrontée qu'elle ait jamais rencontrée. Puis elle se corrige en disant qu'en fait, c'était elle. Elle a accepté tant d'aide de sa part et lui est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. Il dit qu'il n'a fait que ce qu'il devait faire. Le système lui signale qu'il a laissé une marque légendaire sur la sécurité et le développement de ce peuple, et lui attribue 100 points de bonus. Ravière, qui était également présent, regarde le maître en pensant que Kim Si-ho n'a fait que ce qui lui convenait. Mais les résultats finissaient toujours par aider et bénéficier à beaucoup d'autres. C'était très différent des héros et des nobles dont il avait entendu parler quand il était plus jeune. Mais cela n'avait pas d'importance pour les épéistes, Lloyd était le protagoniste de ce monde. Et Javier le suivit à la recherche du topo tout en pensant à cela. Mais soudain, son corps commence à se fragmenter. Et lorsque Lloyd se rend compte que quelque chose arrive à son ami, Javier disparaît complètement. Javier disparaît complètement! Le MC est alors en état de choc, car cela ne peut pas arriver. C'est alors que la voix de Javier, qui semble venir de nulle part, attire son attention. Elle lui demande s'il s'est passé quelque chose. Confus, Lloyd s'efforce d'expliquer ce qui s'est passé. Les épéistes sont encore plus confus. Voyant qu'il ne pourrait rien expliquer, le MC dit simplement à son ami de ne pas s'inquiéter, ce n'était rien, imaginant qu'il était en train de devenir hérétique, et que c'est pour cela qu'il voyait des choses. Il s'aperçoit alors qu'ils ont atteint la limite du territoire des centaures. Il était temps d'enlever le gel du temps. L'endroit qui était autrefois complètement recouvert par le dôme de glace. Le temple et le reste du monde s'écoulent à nouveau, mais sans effet spécial. Une fois de plus, le MC est furieux, bien que Javier l'ait prévenu qu'il aurait dû s'y habituer. C'est alors que quelque chose se passe dans le cœur de notre héros. Il a l'impression d'être gelé, et il se recroqueville, les mains sur la poitrine, laissant Javier inquiet. Pendant un instant, son cœur s'est figé, et il interroge le cul de l'hiver, voulant savoir ce qui s'est passé. La créature lui explique que c'est un effet de la capacité, et que ce n'est pas un problème. Du moins pas maintenant. Mais cela n'explique pas tout. Celui qui le sait est celui qui a créé le mégot. Elle est irritée par la façon dont le MC continue de l'appeler. D'après la créature, elle peut quitter Lloyd à tout moment. Mais son cœur serait arraché si elle le faisait. Le MC n'avait pas d'autre choix que de la garder s'il voulait utiliser sa capacité. La créature lui dit qu'il peut demander plus de détails à la personne qui arrive. À ce moment-là, Javier l'avertit que quelqu'un s'approche d'eux. Il déclare sérieusement qu'il pense qu'il ne pourra pas arrêter ce qui arrive. Les deux hommes se lèvent et regardent vers l'horizon. C'est alors qu'une immense créature apparaît dans le ciel. Le duo ne peut alors qu'attendre de savoir ce qu'elle veut. Le grand dragon se pose juste devant eux et les regarde majestueusement. Les yeux écarquillés, Lloyd sait que le dragon couvert de glace est Tyrannus. Créateur du cul de l'hiver, le dragon déclare que c'est le MC qui a mangé son cœur d'hiver. Qui a abusé de ce pouvoir et a figé le temps de ce monde, voulant récupérer son cœur. S'évanouissant par ignorance, Lloyd lui dit qu'il n'a aucune idée de l'identité de la personne que le dragon recherche. Javier regarde son maître. Pourquoi a-t-il menti à une créature aussi puissante? Tyrannus continue de fixer le MC. Même l'hiver, mais à l'intérieur de lui, appréhende la situation. Le dragon lui demande alors s'il pensait vraiment qu'il le croirait. Les deux s'inclinent et Lloyd demande ce qu'il cherchait. Il explique qu'il a mal entendu et qu'il a le cœur, irrité que son plan n'ait pas fonctionné, même si ce plan était assez stupide pour Javier. La créature est en colère. Le cœur était un cadeau pour le fondateur de Mangetano. Et le MC n'est même pas un descendant de celui-ci, malgré tout, il l'a absorbé. Il n'a pu le faire qu'en le volant. Le MC précise qu'il n'est pas un voleur ni un descendant de la famille royale, mais qu'il travaille avec eux et qu'il a épousé l'une de leurs membres. Dans ce cas, le dragon veut savoir avec qui. Et il révèle qu'il a épousé Alicia Tamina Mangetano, la reine. Pour en avoir le cœur net, Tyrannus lui demande s'il peut aller la voir et lui demander si c'est vrai. Maintenu dans le mensonge, le maître de cérémonie déclare que le dragon doit le faire si telle est sa volonté. Sur ce, la créature ailée s'élance dans le ciel. Les deux humains s'élèvent lentement. Le MC commence à se demander ce qu'il ferait maintenant, transpirant à grosses gouttes. Pendant ce temps, Tyrannus est déjà arrivé auprès de la reine, qui, confuse, lui demande de répéter ce qu'il a dit. Puis il le répète en lui demandant si elle a épousé la personne qui a absorbé le cœur de l'hiver. La reine ne comprend rien, mais sait pertinemment que sa réponse sera lourde de conséquences. Le dragon divin qui apparaît dans l'histoire de la fondation de Mangetano, qui a aidé le roi Michael à établir le royaume. Ce dragon, le grand tyran, est apparu devant Alicia. Elle ne savait pas s'il était là pour délivrer une prémonition, si le royaume était en danger, ou s'il s'agissait du cœur de l'hiver, mais il lui demande, à elle, la descendante de Michel, si elle a épousé celui qui a absorbé le cœur de l'hiver. Et c'est cette question qu'elle ne comprend pas, et lui demande de répéter.
Le dragon s'exécute donc, mais en l'entendant à nouveau. Alicia affiche une expression encore plus confuse. Puis Tyrannus hurle de fureur qu'au vu de sa réaction, cet homme lui a menti. Dans son esprit, elle organise ses pensées selon lesquelles Lloyd a absorbé le cœur, ce qui a rendu le dragon furieux. Il avait été trompé par le mensonge selon lequel il avait obtenu le cœur en étant marié à elle. Essayant d'arranger les choses, Alicia explique qu'ils se sont mariés en secret et que sa réaction était due à sa surprise qu'il soit au courant. Le dragon veut alors savoir pourquoi elle s'est mariée en secret. La reine lui répond que c'est parce qu'elle est timide, mais cela n'explique pas tout pour lui. Alicia dit qu'elle craignait d'être trop nerveuse pendant la cérémonie, de rougir et de devenir la risée de son peuple et des autres pays. Pour une raison ou une autre, cela semble étrangement commode, et elle lui dit que le cœur de l'hiver leur a été donné, que Lloyd ne l'a pas volé. Tyrannus continue de réfléchir pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il déclare qu'il croit en ses paroles. Puis il disparaît, comme s'il n'avait jamais été là. La reine reste seule sur le balcon. La prochaine fois qu'ils se rencontreront, il ferait mieux de se préparer à ce qui l'attend. Pendant ce temps, le MC et Javier attendèrent le dragon assis formellement sur le sol. Et Tyrannus réapparaît effectivement devant eux. Lloyd semble sérieux, comme s'il était certain de la véracité de ses propos. Le dragon déclare que le MC a dit la vérité. Et le MC hésite, tremble un instant. Avec un sourire angélique, il réfléchit qu'il était sûr de mourir, qu'il ferait n'importe quoi pour la reine maintenant. Tyrannus avait encore des choses à lui dire, déclarant que dans ce cas, il lui arracherait le cœur d'un seul coup sans causer de douleur. Lloyd n'avait pas une seule minute pour se réjouir de vivre avant de recevoir une telle sentence. Tyrannus le voyait comme un problème. Avec le cœur de dragon et le cœur d'hiver, c'était un pouvoir qui ne devrait pas exister. Cela pourrait mettre fin au cœur de l'hiver, c'est pourquoi il le reprend. Puis le cœur d'hiver est aspiré de la poitrine du Mickey. Javier tente de tirer son épée pour sauver son maître. Le Messé crie que le dragon le regretterait s'il le tuait. Sur CE, le cœur cesse d'être aspiré. Il retourne dans la poitrine de Lloyd avec un bruit sourd. Tyrannus demande pourquoi il le regretterait. Maintenant que le MC savait que le dragon écoutait ce que les humains avaient à dire, il avait un avantage. Feignant de pleurer, il dit au dragon qu'il fait partie de l'association du roi dragon. Tyrannus ne le croit pas, mais Lloyd affirme que c'est vrai et qu'il peut vérifier s'il le souhaite. Il analyse de plus près l'humain qui se trouve devant lui. Il se rend compte que le MC a bien été reconnu par lui, en ne parlant du roi que comme « Lloyd sait que ce dragon doit être vraiment fort ». Javier n'aurait aucune chance. Il ajoute que s'il était tué, Tyrannus aurait des problèmes avec le roi. Le dragon se sent menacé et pense qu'il n'est pas si grave d'avoir des problèmes avec le roi, si c'est pour le bien de l'ordre naturel du monde. Continuant à jouer la victime, le MC lui dit qu'il a accepté de mourir et qu'il ne peut pas menacer quelqu'un d'aussi puissant. Mais il aimerait suggérer quelque chose qui lui permettrait de ne pas avoir de problème avec le roi, même s'il le tuait ce jour-là. Comme l'idée ne semble pas mauvaise, le dragon permet au MC de la partager. Lloyd veut faire un pari, s'il gagne, il sera libre. Sinon, le dragon pourra lui prendre le cœur de l'hiver. Feignant toujours de pleurer, le MC déclare qu'il sait qu'il perdra, mais que s'il est tué à cause d'elle, le roi s'en fichera. Le pari était qu'il devait frapper Tyrannus dans l'estomac une fois, et que s'il le faisait vomir, il gagnerait le pari. Poursuivant son drame, Lloyd montre qu'il ne serait jamais capable de faire une chose pareille. Mais quand il mourra, il aura le titre de celui qui a frappé le grand Tyrannus, donc ce ne sera pas mal pour lui. Le dragon regarde l'humain, se demandant si le pari en valait vraiment la peine, puis il décide d'accepter la proposition, puisqu'il le tuerait de toute façon, étant innocent. Le Memestier le remercie, et lui demande humblement une dernière chose. Il lui dit qu'il a toujours aimé l'eau et qu'il rêvait d'être enterré dans la mer, et qu'il aimerait donc que l'attaque ait lieu près de la mer. Pris de pitié, le dragon accède à sa demande. Et il se dirige vers une rivière tandis que Javier pense que son maître n'aura aucune chance. Poursuivant sa performance digne d'un Oscar, l'épéiste tente de trouver un moyen de sauver son maître d'une mort imminente. Puis les participants au pari arrivent à la rivière, et Tyrannus déclare qu'il est prêt. Pendant un moment, Lloyd continue son numéro. Mais il reprend son visage diabolique habituel et déclare qu'il va l'attaquer. En voyant ce visage, le dragon hésite, et Lloyd court vers lui. Utilisant sa capacité, il tire dans l'estomac pour maximiser les dégâts. Mais devant l'immense créature, l'attaque ne semble pas avoir d'efficacité. Et Tyrannus commence à dire que c'était une vaillante tentative, et que Lloyd serait connu comme. Mais il doit s'arrêter de parler car il se met à vomir. La capacité de Lloyd permettait à tout organisme qu'il frappait sous l'eau de vomir d'un seul coup. Même couvert de cette substance, l'humain était plus que content. Il avait gagné. Tyrannus vivait paisiblement dans sa grotte, jusqu'à ce que soudain, quelque chose vienne troubler cette tranquillité. Le temps s'était arrêté. Le dragon savait qu'il s'agissait du pouvoir du cœur de l'hiver, mais il se demandait qui avait pu l'utiliser à si grande échelle. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce n'était pas tant l'utilisation de la capacité. C'était que le cœur se trouvait dans un humain, que quelqu'un avait réussi à le dévorer et qu'il avait quand même arrêté le temps. Quelqu'un comme ça était sûrement dangereux.
Alors il s'est envolé vers cette personne quand le temps est revenu à la normale. Et maintenant, ce même dragon était en train de régurgiter parce que l'humain avait réussi à le frapper à l'estomac. S'évanouissant de stupidité, Lloyd s'interrogea sur sa victoire, tandis que le dragon continuait à se sentir mal, jusqu'à ce que son corps se mette à briller intensément. Et il reprit sa forme humaine, toujours en train de vomir. Il demande au MCCE qui s'est passé. Ce dernier fait semblant de ne pas savoir comment il a pu gagner ce pari. Puis l'humain lui demande s'il peut continuer à vivre puisqu'il a gagné. En dragon honnête, il confirme que oui, il ne rompra jamais une promesse. Le MC n'avait jamais eu aussi peur de mourir, mais il savait maintenant que sa capacité fonctionnait vraiment. Tyrannus, cependant, dit que la promesse ne vaut que pour cette fois, mais selon Lloyd, cela ne se reproduira plus. Le dragon se demande s'il fait le bon choix, car le MC est rusé, effronté et possède d'étranges pouvoirs. Mais s'il était vraiment maléfique, son fils ne l'aurait pas accepté dans son club. Le MC interrompt Tyrannus pour lui demander s'il est vraiment le père de Verkis. Comme s'il s'agissait d'une question idiote, le dragon confirme. Lloyd n'en revient pas. Même le dragon ne comprend pas la réaction de l'homme. Ce dernier court vers lui et lui prend la main. Avec le regard d'un vrai chagrin, le MC admet que Tyrannus a dû vivre des moments vraiment difficiles. Un humain couvert de vomi qui lui attrape la main, c'est très étrange. Mais le MC continue à lui dire qu'il a dû beaucoup souffrir. Il a beau essayer de s'en débarrasser, il n'arrive pas à lâcher la main. Mais soudain, une larme coule sur son visage. Le dragon ne comprend pas d'où elle vient. Mais Lloyd dit qu'il doit laisser sortir toute sa souffrance. Connaissant Verkis, il sait que le roi dragon était extrêmement paresseux et égoïste. Même s'il était le plus fort, son père a dû souffrir pendant des milliers d'années. En entendant cela, les larmes de Tyrannus continuent de couler, et il finit par céder au MC en l'embrassant. Il avoue que personne ne lui a jamais dit cela, que le dragon a travaillé dur pour bien élever son fils, et qu'il a subi beaucoup d'humiliations. Finalement, c'est sa femme qui l'a réparé, et même sa fille n'a Dieu que pour son beau-frère. Tous ses efforts ont été vains. Javier regarde le dragon, qui semblait autrefois si dangereux, pleurer, se considérant comme un vieil homme dont personne ne se soucie. Mais Lloyd affirme que la famille de Tyrannus peut maintenant s'amuser, grâce au travail acharné du dragon pour les élever. Ces mots font pleurer le roi dragon encore plus fort. Le plan du MC avait parfaitement fonctionné. Maintenant, il n'y a plus aucun moyen. Penser que quelqu'un d'aussi compréhensif était dangereux. En observant la scène, Javier ne savait plus si c'était vraiment le protagoniste de ce monde. Que ce qu'il faisait soit bon ou non, il n'en savait plus rien. En fait, quelque temps plus tard, les trois regardèrent le ciel. Tyrannus réfléchissait à la honte de serrer un humain dans ses bras. Et le MC lui a dit que les humains et les dragons étaient assez empathiques. Le dragon se lève et demande si le maître de cérémonie s'appelle bien Lloyd Frontera. Il lui dit que la vie de Lloyd allait bientôt prendre fin, que le cœur de l'hiver lui gelait lentement le cœur, et qu'au bout d'un certain temps, il allait mourir. Le MC demande au cœur de l'hiver s'il est un meurtrier. Mais même lui ne le savait pas. Il s'était laissé absorber pour le sauver. Ne voulant pas mourir si tôt, Lloyd se demande s'il peut faire quelque chose pour empêcher cela. Pour faire fondre le cœur gelé, il fallait absorber l'œil de l'été, qui a le pouvoir du feu. C'était un autre artefact divin de Magentana. Et le MC de demander combien de temps il lui reste avant que son cœur ne soit gelé. Pour le dragon, il lui restait entre 5 et 10 ans. Ce qui a rassuré le MC, c'est que c'était assez de temps, pour qu'il puisse résoudre tout ce dont il avait besoin. Tyrannus a vu que l'humain avait un esprit fort pour penser ainsi. C'est peut-être ce qui a attiré l'attention et le cœur de Verkis. Il demande alors ce que Lloyd doit encore résoudre et veut connaître les détails. Si ce n'est pas quelque chose de trop difficile, il l'aiderait. Ainsi, le MC partage qu'il avait besoin de matériaux et d'éviter les tragédies qu'il voyait dans ses rêves. Le dragon révèle qu'il en a deux, le Horaki et le Takafuna. Les yeux de Lloyd brillent en entendant cela. Il s'incline et demande les objets. Puisqu'ils ont été utilisés comme oreillers par le dragon, il n'y voit pas d'inconvénient. Le MC se réjouit de la chance qu'il a eue. Il a réussi à obtenir presque tous les 5 matériaux dont il avait besoin. Il ne lui manquait plus que le Kiara. D'après les souvenirs de Tyrannus, les Verkis devraient avoir ce dernier matériau. Son fils faisait des recherches sur le voyage dimensionnel et avait envoyé le Kiara quelque part. Le MC s'irrite que l'idiot ait envoyé ce dont il a besoin dans une autre dimension et demande où il a été envoyé. Le dragon se souvient qu'il a été envoyé à l'âme. Lloyd est incrédule, car c'est un endroit qu'il connaît très bien.